L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 9 juin 2020, un paramoteur s'écrase à Montmagny. Un taux de guérison de la COVID-19 de 93 % en Chaudière-Appalaches. On passe à une étape plus loin. Les rassemblements intérieurs seront autorisés en même temps que la réouverture des restaurants. Bernard Généreux accuse le gouvernement Trudeau de laisser tomber les régions au profit des grandes villes. Selon la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, le gouvernement Legault devra rendre compte de sa gestion de la pandémie devant les tribunaux. La Société de développement économique lance les nouveaux chèques cadeaux Montmagny. Quelques places sont toujours disponibles pour le camp de jour de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 19h15 lundi, à la suite du décollage d'un paramoteur, le pilote de ce dernier a perdu la maîtrise de son engin pour, finalement, s'écraser dans un champ au sud de la résidence située au 432 boulevard Taché-Est à Montmagny. Selon le sergent Bibeau de la Sûreté du Québec, l'appareil a pris feu à la suite de l'écrasement. Le décès de l'homme dans la cinquantaine a malheureusement été constaté sur les lieux. D'ailleurs, le nom de la victime est désormais connu. Il s'agit de M. Alain Gaudreau, 58 ans, de Montmagny. Les crimes majeurs de la Sûreté du Québec ont été chargés du dossier, comme le veut la procédure, en de telles circonstances. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a également été mis au fait. Voici les principaux éléments pour le 8 juin en lien avec la situation de la COVID-19 dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Aucun nouveau cas à signaler aujourd'hui. Le nombre de cas confirmés en est toujours à 508, dont 6 personnes sont toujours hospitalisées et 2 demeurent aux soins intensifs. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 470 personnes rétablies pour un pourcentage de 93 % et toujours 8 décès cumulatifs. Rappelons qu'il n'y a plus de cas dans la MRC de Montmagny et de Lillet et qu'il y a toujours seulement un cas de personnes infectées par la COVID-19 dans la MRC des Hauts-de-Chemin. Encouragé par l'amélioration des bilans quotidiens, le gouvernement poursuit le déconfinement du Québec. En plus de la réouverture des restaurants et des restos-bars à compter du 15 juin, il sera de nouveau permis de recevoir famille et amis chez soi, à l'intérieur, sous certaines conditions. Selon le Journal de Québec, malgré toutes les mesures d'assouplissement avalisées au cours des dernières semaines, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 ont fait état lundi de seulement 6 nouveaux décès et 198 nouveaux cas détectés. D'entrée de jeu, en conférence de presse à Montréal lundi, le premier ministre François Legault s'est dit encouragé par les derniers chiffres sur la pandémie et qui lui permettent de passer aux prochaines étapes de son plan de déconfinement. Évidemment,
il ne faut rien prendre pour acquis. Puis, on espère que les chiffres vont continuer à être aussi bons dans les prochains jours, mais c'est vraiment très encourageant, a commenté le premier ministre François Legault. Ça nous permet d'aller à une étape plus loin. Ainsi, en même temps que rouvriront les restaurants, soit à compter du 15 juin à l'extérieur du Grand Montréal et du 22 juin dans la métropole, il sera de nouveau permis de partager un repas à l'intérieur, dans les maisons, sous les mêmes conditions qu'à l'extérieur. À la maison, comme pour les groupes assis à une même table au restaurant, il faudra donc se limiter à 10 personnes, provenant au maximum de 3 adresses différentes et respecter une distanciation physique de 2 mètres entre les différents ménages. Mais on n'invite pas 10 personnes dans un 3,5, a illustré l'adjoint du directeur national de santé publique, le Dr Richard Massé. Je suis content qu'il y a beaucoup de monde qui ne va pas être capable de recevoir... je suis conscient. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de monde qui ne va pas être capable de recevoir 10 personnes chez eux. Mais on met un maximum parce que les réunions à 15, à 20, à 25, c'est trop risqué, a-t-il ajouté. Contrairement aux restaurateurs qui pourront bientôt rouvrir leur salle à manger, les tenanciers de bar, eux, devront continuer à prendre leur mal en patience, à moins de servir de la nourriture. En effet, les bars qui offrent des repas pourront aussi rouvrir en même temps que les restaurants. L'annonce est pour ceux qui détiennent des permis de restauration, a expliqué le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, en conférence de presse. Les bars qui souhaitent demander un permis de préparation d'aliments auront toujours le loisir de le faire, mais il y a un processus, a indiqué M. Lamontagne, questionné sur ce point. Interrogé un peu plus tôt à Montréal, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a dû défendre sa décision de maintenir les bars fermés. C'est un choix. Nous allons par étapes, a dit M. Arruda, en laissant entendre qu'aux yeux de la santé publique, l'offre d'un restaurant apparaît plus essentielle que celle d'un bar. On sait très bien que la consommation d'alcool qui est faite dans un bar est dans un autre contexte que la consommation d'alcool qui se fait lors d'un repas ou dans un restaurant, a-t-il expliqué. Il y a une différence entre un bar où tout le monde est debout, plus près les uns des autres, et puis les restaurants où on limite le nombre de personnes à chaque table et les distances, a indiqué dans le même sens M. Legault. Autre bonne nouvelle, tout porte à croire que les enfants pourraient recommencer à s'amuser ou aller à l'école sans avoir à respecter la distanciation sociale cet automne. Le Dr Arruda a du moins ouvert la possibilité d'être moins strict pour les enfants pour la prochaine rentrée, notamment en raison du succès du déconfinement des écoles et des garderies en région. Dans la littérature scientifique, les nouvelles sont bonnes du côté du coronavirus pour les enfants, a-t-il observé. À compter du 15 juin, à l'extérieur de la métropole, et dès le 22 juin, sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, de la MRC de Joliette et de la ville de l'Épiphanie, feu vert au rassemblement intérieur, selon les mêmes conditions qu'à l'extérieur, soit 10 personnes maximum, provenant d'au plus 3 adresses différentes, distanciation physique, etc. Réouverture des salles à manger, des restaurants, sous plusieurs conditions, réouverture des aires communes de restauration dans les centres commerciaux, les marchés publics et les hôtels, sous les mêmes conditions. Réouverture des bars qui ont une offre de restauration, permis de préparation d'aliments. Le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a réagi suite à l'annonce de la ministre Mélanie Joly, voulant que le gouvernement fédéral redirige l'argent prévu pour le développement économique des régions du Québec à la ville de Montréal suite à la pandémie COVID-19. On en parle après la pause. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté.
Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sont à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a réagi suite à l'annonce de la ministre Mélanie Joly, voulant que le gouvernement fédéral redirige l'argent prévu pour le développement économique des régions du Québec à la ville de Montréal, suite à la pandémie COVID-19. Après avoir identifié des failles depuis des semaines au plan de soutien économique du gouvernement Trudeau, et ayant attendu avec impatience les détails concernant le Fonds d'aide à la relance régionale, le FAR, on apprenait hier que le gouvernement a l'intention de rediriger les sommes vers les grandes villes. D'où provient cet argent? A questionné le député Bernard Généreux. Pour ce dernier, cet argent est nécessaire à la relance économique du secteur. Faut-il comprendre qu'il prend l'argent des régions qui en ont vraiment besoin pour en donner aux grandes villes? Pour réparer leur mauvaise gestion, le gouvernement libéral déshabille Pierre pour habiller Jacques. Nous surveillerons de près la répartition de ces sommes pour s'assurer que l'argent destiné aux régions reste aux régions et qu'aucun comté ne soit laissé pour compte, a-t-il ajouté. Bien qu'il compatisse avec les impacts économiques importants qu'ont subis les grandes villes lors de la pandémie et des précautions en matière de sécurité publique pour freiner la propagation du virus, le député souhaite obtenir l'assurance que ces subventions ne se feront pas au détriment des régions. On va le surveiller, c'est certain. Le Parti conservateur est le seul parti qui se bat pour les Canadiens des zones rurales. Développement économique Canada a traditionnellement contribué à l'épanouissement et à la diversification de l'économie en région pour soutenir la ruralité et ainsi atténuer le déclin démographique qu'elles ont subi aux dépens des grandes villes au cours des dernières décennies, a rappelé Bernard Généreux. Il est vrai que Montréal a été touché sévèrement par la pandémie, mais il demeure qu'il existe des programmes récemment mis en place, comme l'aide d'urgence du Canada pour les loyers commerciaux, dont les sommes seront déjà consacrées, majoritairement, à soutenir les villes. Ainsi, les grandes métropoles pourront continuer à compter sur un important bassin de population pour relancer l'économie après le déconfinement. Le député Bernard Généreux a ainsi l'intention d'obtenir des clarifications du gouvernement au sujet du Fonds d'aide à la relance régionale en participant virtuellement au comité plénier de la Chambre des communes cette semaine. Il faut aussi savoir ce qu'il adviendra des sommes promises et déjà utilisées par nos SADC-CAE. Le gouvernement ne peut pas donner d'une main et prendre de l'autre ainsi, a conclu M. Généreux, qui sera notre invité demain. La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple et son président, Stéphane Blais, de même que 3 autres demandeurs, ont fait signifier récemment par huissier une demande introductive d'instance au gouvernement du Québec et à la direction de la santé publique, alléguant que le confinement du Québec tout entier était une mesure déraisonnable et injustifiable pendant l'état d'urgence sanitaire. Cette procédure, menée par les avocats constitutionnalistes de cabinet Guy Bertrand Incorporé, vise à faire déclarer nuls, inconstitutionnels et inopérants plusieurs articles de la loi sur la santé publique, décrets et arrêtés ministériels, de même que le projet de loi 61, au motif qu'ils accordent des pouvoirs excessifs au gouvernement et au directeur de la santé publique en temps d'urgence sanitaire, et qu'ils violent la Constitution du Québec et ses principes sous-jacents, que sont la démocratie
et la primauté de droit. Nous faisons valoir notamment que le gouvernement ne peut, par de simples décrets et ou arrêtés ministériels renouvelables, même en période d'urgence sanitaire, fermer et interrompre les activités de l'Assemblée nationale et des tribunaux, ni porter atteinte de manière déraisonnable et injustifiable aux droits et libertés les plus fondamentaux des citoyens garantis par la Constitution du Québec et du Canada, deux États démocratiques. Nous alléguons que la fermeture du Québec et le confinement de sa population n'ont pas réussi à protéger les personnes les plus vulnérables et en particulier les personnes âgées qui résident dans les CHSLD, a déclaré la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Pour cet organisme de défense des droits et libertés, les mesures prises pour combattre la COVID-19 par le gouvernement du Québec étaient et sont toujours excessives. Qui plus est, il est de notoriété publique que la létalité de la COVID-19 est de type gériatrique, s'attaquant dans une proportion de plus de 90% aux aînés nécessitant des soins de longue durée. Cette situation n'est aucunement comparable, par exemple, au virus meurtrier de type Ebola, dont la létalité va de 25 à 90% sur les humains de tous âges, races, sexes et conditions de santé confondues. Nous sommes d'avis que le gouvernement du Québec a pris des mesures extrêmes pour lutter contre la COVID-19, comme s'il faisait face à l'Ebola. Ces mesures risquent d'engendrer une crise sociale au Québec, pire que l'urgence sanitaire provoquée par la pandémie actuelle, a conclu la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Partout au Québec, des mouvements de solidarité sont créés afin de soutenir les communautés. Le mot d'ordre, se serrer les coudes. Et c'est aussi vrai à Montmagny, puisqu'aujourd'hui, plus que jamais, les commerçants comptent sur leurs citoyens pour être en mesure de remonter la pente après avoir été privés de revenus pendant presque 3 mois. Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à l'achat local, lancée au début d'avril, la Société de développement économique de Montmagny est heureuse d'offrir aux consommateurs les tout nouveaux chèques cadeaux Montmagny, échangeables dans tous les commerces et services de la ville. On ne se rend pas toujours compte, mais nos commerçants locaux jouent un rôle important dans notre qualité de vie. Ils créent de l'emploi et donc de la richesse. Ils rendent les rues vivantes et constituent un attrait pour les visiteurs. Pour les consommateurs, le fait de pouvoir se procurer un produit rapidement et à 2 pas de chez eux, ça a une valeur inestimable. Et c'est encore plus vrai quand on bénéficie d'un accueil personnalisé, d'expliquer la directrice de la Société de développement économique, Isabelle Normand. Les chèques cadeaux Montmagny sont disponibles en coupures de 10 ou de 25 $ auprès de la SDE de Montmagny. Les personnes intéressées peuvent les commander en composant le 241-55-55. Les commerçants ou organismes qui souhaitent s'en procurer ou obtenir plus d'informations sur leur fonctionnement sont également invités à communiquer avec l'organisation. Rappelons que depuis quelques semaines, la Société de développement économique, en collaboration avec les partenaires de développement économique de la région, est en plein tournage d'une série de capsules vidéo mettant en vedette les commerçants d'ici, afin de découvrir toute la richesse de l'offre commerciale magny-montoise. Les citoyens et entreprises sont invités à adopter le visuel « Compte sur moi, j'achète local » afin de démontrer leur appui envers les commerçants d'ici. On peut télécharger une variété de déclinaisons de la signature adaptée aux différentes plateformes allant de la bannière web à la signature courriel, en passant par la photo de couverture Facebook ou Instagram, toujours en se rendant sur la page solidaritémontmagny.com. Forcés de se réinventer en raison des fermetures causées par la pandémie, des commerçants ont dû rapidement entreprendre le virage numérique. Pour les guider et les aider à maximiser leur visibilité sur le web, la SDE a développé la boîte à outils que l'on peut consulter au ville.montmagny.qc.ca/boîte à outils. Mentionnons que toutes les actions entreprises dans le cadre de la campagne d'achat local sont appuyées par le comité Solidarité Montmagny, qui regroupe le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le comité local de développement de la MRC de Montmagny, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny,
de même que le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. C'est le 2 juin dernier, à 18h, que s'est ouverte la période d'inscription en ligne au camp de jour de Montmagny, qui se déroulera du 29 juin au 14 août. Les Magny-Montois ayant oublié d'inscrire leurs enfants seront heureux d'apprendre que sur les 140 places offertes par la ville de Montmagny, une vingtaine sont toujours disponibles, et ce, jusqu'au 12 juin prochain. Je suis très heureux que l'inscription en ligne au camp de jour se soit bien déroulée. En à peine 1h30, pas moins d'une centaine d'enfants avaient déjà réservé leur place pour cet été. Et contrairement à ce que plusieurs craignaient, l'offre semble avoir suffi à la demande puisqu'il reste encore quelques places à combler. J'invite donc les Magny-Montois voulant inscrire leur enfant à le faire d'ici le 12 juin prochain, puisqu'après cette date, nous n'excluons pas la possibilité d'offrir les places vacantes aux non-résidents travaillant à Montmagny, a confié le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Pour inscrire son enfant en ligne, il faut d'abord s'assurer d'avoir un accès citoyen. On peut aisément le créer ou le mettre à jour en suivant les étapes présentées dans les tutoriels disponibles sur la page web ville.montmagny.qc.ca/camp de jour. Une fois l'accès citoyen créé, il suffit de cliquer sur « Inscription aux activités de loisirs » dans le menu « Services en ligne ». Les Magny-Montois souhaitant renouveler leur carte loisirs pour bénéficier du tarif préférentiel pourront quant à eux le faire en composant le 248-60-22. Rappelons que le camp de jour sera offert de 6h30 à 17h pendant 7 semaines et que le tarif pour chaque enfant résidant à Montmagny sera de 560 $ et de 420 $ pour les détenteurs de la carte loisirs. De plus, conformément aux directives de la santé publique, les mesures d'hygiène seront accentuées et toutes les précautions seront prises pour assurer la distanciation sociale et offrir un environnement sécuritaire aux jeunes. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 140 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Belle journée. On a commencé la semaine avec une belle journée sous le soleil, avec des températures quand même très agréables. Donc, c'est comme ça que la semaine devait s'amorcer. Il semblerait que ça va continuer comme ça, mais il y a quand même une intense dépression qui devrait nous atteindre jeudi et nous apporter passablement de pluie. Mais pour l'instant, parlons de beau temps. Là, vous avez un couvert nuageux, mais tout ça devrait se dissiper au cours des prochaines heures. C'est déjà commencé d'est en ouest. Maintenant, on va regarder l'image radar de ce mardi matin
pour vous dire qu'il y a actuellement une masse nuageuse et de la pluie sur l'Outaouais, mais tout ça devrait quitter la région au cours de la journée. Donc, ça va nous apporter du temps ensoleillé pour aujourd'hui, mais justement, cette masse nuageuse qui est sur l'Outaouais pourrait nous atteindre et apporter un ennuagement au cours de l'après-midi, avec des vents devenant d'est à 20 km/h, avec des rafales à 40 au cours de l'avant-midi, maximum de 22 degrés. Pour la nuit prochaine, nuageux, avec 40 de probabilité d'averse, minimum de 16. Et pour demain, on va y aller pour ce soir. On va reprendre ça. J'ai passé une petite ligne, toutes mes excuses. Donc, pour aujourd'hui, là, c'est un dégagement, ce que je vous ai annoncé, avec un maximum de 20 degrés. Pour ce soir et la nuit prochaine, le ciel dégagé, minimum de 8. Et pour demain, mercredi, attention, c'est du soleil. Voilà. Ennuagement en après-midi, avec des vents devenant d'est à 20 km/h, avec des rafales à 40 en avant-midi, maximum de 22 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse, minimum de 16. Et pour jeudi, justement, ce système dont je vous parlais, qui nous atteindra et nous apportera quand même passablement de pluie. Du moins, c'est ce qu'Environnement Canada nous prédit. Maximum de 23 degrés pour Montmagny-Lillet et 24 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux avec 60 de probabilité d'averse, minimum de 14. Et pour vendredi, c'est le retour du beau temps avec le dégagement qui va s'amorcer au cours de l'avant-midi, nous apportant alternance de soleil et de nuages avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 20 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux avec 60 de probabilité d'averse, minimum de 9. Et pour samedi, hier, on parlait de pluie, mais là, c'est maintenant alternance de soleil et de nuages avec un maximum quand même frais de 17 degrés. Dimanche, alternance de soleil et de nuages, maximum de 21. Et pour le début de la semaine prochaine, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 22 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 21 le jour, 8 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h48, se couchera à 20h36, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 97 avec 29,5 degrés et la plus froide en 2009 avec 3,7 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 20,3 degrés pour la journée de lundi et un minimum au cours de la nuit dernière de 8,3 degrés. La pression barométrique est actuellement 101,2 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 77 et les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est, très faiblement à 2 km/h, mais ça devrait être un petit peu plus venteux au cours de la journée, du moins, c'est ce qu'on nous dit. Ce sera, et pour l'instant, c'est 14 degrés, partiellement couvert, mais ça devrait se dégager. Donc, on nous prévoit et on nous parle d'une belle journée pour ce mardi du 9 juin. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Salut, ici Ludovic Bourgeois, porte-parole de la campagne Détrônons le cancer du côlon de la Société canadienne du cancer. Lorsqu'on m'a demandé d'être porte-parole pour une deuxième année consécutive, j'ai pas hésité une seconde, parce que le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier au Québec. Mais surtout, lorsqu'il est dépisté tôt, on a jusqu'à 90% de chances de survie, et ça, c'est très positif. Si vous avez 50 ans et plus, parlez donc à votre médecin du test de dépistage qui se fait à la maison, et si vous êtes plus jeune, faites comme moi, passez le mot. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 9 juin 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 juin. Il n'y en a pas. C'est rare, hein? C'est très rare, mais il n'y en a pas ce matin. Alors, si c'est votre anniversaire, personne ne nous a téléphoné pour le souligner, mais on va vous faire un petit clin d'œil ce matin. On va vous souhaiter une belle journée de fête en ce 9 juin. Et je vous rappelle que le numéro à composer pour nous rejoindre est le 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale.
Ce 9 juin, la Journée internationale des archives, journée mondiale établie à l'initiative du Conseil international des archives en 2005, afin de faire connaître le rôle des archives et de valoriser le travail des archivistes. Elle a lieu le 9 juin de chaque année. Le thème en 2020 est « Renforcer les sociétés du savoir ». Les archives constituent la mémoire des nations et des sociétés. Elles fondent leur identité et sont un élément clé de la société de l'information. Chez nous, situé sur le campus de l'Université Laval, dans l'édifice pavillon Louis-Jacques Cazot, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Banque Québec, fait partie du réseau de 10 centres répartis sur tout le territoire du Québec où sont conservées les archives publiques et privées acquises par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Les événements à souvenir, ce 9 juin 2019, Lewis Hamilton a mené le Grand Prix du Canada que pendant 2 tours, qui n'étaient pas les 2 derniers, mais il a été déclaré vainqueur d'une course où Sébastien Vettel a été privé d'une victoire par une pénalité controversée au circuit Gilles Villeneuve, donc c'était l'an passé. Les anniversaires de ce 9 juin, Nathalie Portman, actrice d'origine israélienne, qui a joué dans Star Wars, elle a 39 ans. Martine Frank, comédienne, 55 ans. Alexis Martin, acteur, auteur, dramaturge, scénariste, animateur et metteur en scène québécois, il a 56 ans. Johnny Depp, acteur américain, qui a joué entre autres dans Le Pirate des Caraïbes, il a 57 ans. Michael J. Fox, acteur canadien, natif d'Edmonton, 59 ans. Et Francine Raymond, chanteuse québécoise, Souvenir retrouvé, elle a 64 ans aujourd'hui, Francine Raymond. Les disparus de ce 9 juin se rappellent le souvenir du 9 juin 2019 de Fabien Lacaffe, 65 ans, dessinateur français de bande dessinée. En 2018, John McKenzie, décédé à l'âge de 80 ans, ailier droit de la Ligue nationale, a joué pour Boston de 65 à 72 et de l'AMH pendant 7 ans. En 2017, Adam West, 88 ans, acteur américain connu pour son rôle culte dans la série télévisée Batman. En 2016, Brooks Thompson, 45 ans, joueur et entraîneur de basketball. En 2015, un de mes favoris pour ce grand chef d'orchestre qui était James Last, décédé en 2015 à l'âge de 86 ans, compositeur et chef d'orchestre allemand qui a vendu des millions d'albums au cours de sa carrière qui s'est étendue sur une 50aine d'années. En 2013, Jan Menzies Bank, 59 ans, écrivain écossais qui publiait ses romans sous le nom de Lane Banks. En 2013, Bruno Bartoletti, 87 ans, chef d'orchestre italien. En 2011, Claude Léveillé, 78 ans, auteur, compositeur, interprète québécois. En 2010, Bobby Crome, 82 ans, ancien entraîneur-chef des Red Wings de Détroit et des Jets de Winnipeg. En 2005, Jean-Alain Tremblay, 53 ans, romancier et écrivain québécois. Et enfin, en 1996, le chanteur de charme qui était Aimé Major, décédé à l'âge de 72 ans, chanteur québécois. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 9 juin. Dans quelques instants, on vous propose une chronique juridique avec maître Nathalie Dubé. On va faire une chronique sur « Tout va bien ». Les offres d'emploi également vous seront présentées. Une excellente entrevue qu'on a réalisée avec Mme Sandra Ouellette, et qui est la directrice générale du CPE, Le Farfadet. Et nous aurons également la chronique La Pouponnière et José Soucy qui sera avec nous en fin d'émission, qui hier a couvert pour nous cette tragédie qui est survenue, ce paramoteur qui s'est écrasé en début de soirée hier. Donc il viendra nous raconter ce qu'il a vu et vécu lors de cet événement tragique. Voilà, je vous souhaite une excellente émission. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de campagne publicitaire. Oui. Il y a une campagne publicitaire actuellement qui tourne. Autour de la famille. Pas ici, on a juste vous ici, mais sur les réseaux nationaux. De la Chambre des notaires. La Chambre des notaires. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette publicité? Elle se prénomme Tout va bien. Donc, vous l'avez sûrement vu dans les postes à plus grande échelle. Tout va bien. Donc, Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Bon. Je suis content de vous l'entendre dire. Oui, tout va bien. Dans la campagne publicitaire, donc, c'est une tablée, donc une famille qui est à table, soit pour le souper du dimanche ou dans l'occasion des fêtes. Et si on va sur le site de la Chambre, donc c'est nq.org, on peut voir cette campagne-là. Il y a une petite vidéo et il y a 4 ou 5 pastilles où l'on peut cliquer dessus qui vient mettre en évidence chacun des personnages et voir où le notaire peut agir dans la situation de chacun. Donc, c'est de ça que je vais vous parler ce matin dans ma chronique. Et aussi que le notaire est multidisciplinaire et fait affaire, est entouré de plusieurs personnes, plusieurs intervenants pour vous servir. Donc, c'est pas vrai que le notaire est enfermé tout ça dans son bureau, avec des piles de dossiers, c'est poussiéreux. Tu sais, l'image que nous projettent certains téléromans ou films du notaire. Un peu comme ça dans le passé. Ah non. Il faut de la couleur. Bien, dans le passé, oui, là, mais plus maintenant. On a de la couleur dans notre vie à tous les jours. Et on ne travaille pas seul. J'aime ça de la façon que vous le dites. C'est ça. Et on ne travaille pas seul. Donc, une des situations qui est présentée, c'est une dame qui est seule, qui est allée souper, puis en revenant du souper, fait un accident. Donc, se retrouve soit dans le coma, soit un bout de temps à l'hôpital pour autre chose et tout ça. Donc, l'inaptitude. Dans le cadre de l'inaptitude, oui, on a le mandat, on a les produits, tout ça, mais moi, je veux parler quand il y a un dossier d'inaptitude ou même quand on rédige notre mandat de protection, on va parfois avoir à parler au médecin. Donc, le médecin est un des alliés du notaire, travailleur social, donc aussi. L'assureur, parfois, on doit vérifier certaines choses au niveau de l'invalidité. Planificateur financier aussi. Donc, tant le pendant, avant ou après le mandat, l'application du mandat de protection, on est entouré de ces professionnels-là, on fait une équipe. Donc, c'est pour ça que le notaire est une équipe multidisciplinaire. Donc, au niveau de l'inaptitude, c'est ça. Ensuite, il y a le gros plan sur le couple. Il y a une tension entre les deux. Donc, une tension négative et non positive. Donc, attention. Attention, il y a une tension. Il y a une tension, c'est ça. Donc, peut-être qu'il y a une séparation. En tout cas, il y a eu une chicane. Si on sait qu'il y a eu une chicane, peut-être qu'il y a une séparation qui s'en vient. Ou si on le met du côté plus positif, s'il y a de l'excitation à la place, peut-être qu'il y a un mariage qui s'en vient et tout ça. Donc, dans des dossiers comme ça, de séparation ou d'union, on va souvent parler du côté financier. Donc, on va peut-être parler à votre directeur de compte, à votre planificateur financier aussi. Dans le cadre d'une séparation, on va parler au médiateur, parfois à la DPJ et même aux avocats respectifs lorsqu'on est en tension extrême et qu'on n'a plus de communication possible. Donc, encore une fois, le notaire n'est pas seul dans votre dossier. L'autre situation qui est présentée dans cette campagne-là, c'est l'arrivée d'un nouvel enfant. Donc, et même l'emménagement plutôt à la résidence de notre conjoint. Est-ce qu'on devient propriétaire ou pas? Comment je peux me protéger de mon investissement ou pas? Je dois-tu payer pour ça ou pas? Comment ça va fonctionner entre nous? Et l'arrivée d'un enfant, donc ici dans la campagne, c'est deux femmes qui vont avoir un enfant. Donc, c'est comment ça s'organise, la coparentalité comme ça. Donc, dans le dossier, le notaire, oui, peut agir sous plusieurs aspects, mais au niveau immobilier, on en a parlé aussi dans notre chronique, on va travailler avec l'arpenteur, on va travailler aussi avec un assureur peut-être hypothécaire, un assureur dommages aussi, votre directeur de compte et un courtier immobilier. Donc, il y a plusieurs professions qui sont derrière votre dossier. Une autre situation, donc là, on a quelqu'un, un père qui
parle à sa fille qui a une déficience soit physique ou mentale. Donc, c'est des réalités de nos familles d'aujourd'hui. Il peut arriver qu'un de nos enfants ou même un de nos parents ou un de nos frères et sœurs, on a à prendre soin de lui ou à s'assurer que si jamais on décède, comment ça va se passer pour lui et même présentement, si on a des gestes à poser, comment ça se passe. Donc, il y a beaucoup d'intervenants lorsqu'on est là-dedans, médecins, travailleurs sociaux. Travailleurs sociaux, j'en parle beaucoup parce que c'est des gens que je fais intervenir dans mes dossiers avec lesquels je travaille, surtout lorsqu'on est en situation de personnes âgées vulnérables. Donc, les abus financiers auprès des personnes âgées, des contraintes aussi, puis des pressions, des fois, que certains enfants ou entourages peuvent exercer sur ces personnes-là qui sont vulnérables. Donc, lorsqu'il y a une situation qui est malsaine ou un doute, parfois, la plainte n'arrive pas au créateur public ou au CLSC ou à la résidence, elle arrive chez le notaire. Et là, moi, comme officier public, je dois m'assurer, je dois faire des vérifications pour m'assurer si la situation, elle est réelle ou pas. Et j'implique les travailleurs sociaux et le médecin quand c'est nécessaire, et aussi les gens de la résidence pour personnes âgées qui peuvent être interpellés par la situation. Donc, on a ce rôle-là aussi comme notaire. On a aussi le genre de dossier que je fais souvent, que je dis que je fais à tous les jours, l'achat-vente d'entreprise, donc le secteur commercial, qui vient aussi avec la planification successorale, donc au niveau du testament. Parfois, il faut parler au comptable, au fiscaliste, aux conseillers en ressources humaines, à la planificateur financier, aux assureurs, donc dans le cadre d'une planification d'une succession et même dans le cadre d'un transfert d'entreprise ou intrégation de la relève et tout ça, c'est une équipe de professionnels qui est autour de vous. Puis, je ne veux pas faire peur aux gens, c'est pas lourd, là. Souvent, le client le voit pas, cet aspect-là. En vente d'entreprise, il le voit plus parce qu'on est beaucoup de concerts avec le comptable, le fiscaliste, mais sinon, c'est le notaire qui est comme le centre de ça et on va chercher les morceaux qu'on a de besoin pour vous apporter la meilleure solution possible. Mettre je me plais à dire, mettre tous les morceaux de casse-tête ensemble pour que ça donne une image à la fin. Donc, c'est comme ça qu'on interagit. Vous avez bien défini ça. Vous êtes au centre. Oui. Dans toutes les équipes que vous nommez depuis le début, vous êtes toujours le centre. C'est vous le centre névralgique de tout ce qui se passe dans ce genre de situation-là. Même chose que parfois que c'est le comptable qui soulève quelque chose, puis lui aussi s'entoure des professionnels qu'il faut pour vous servir le mieux possible. Fait que c'est pour ça que c'est des professions qui travaillent souvent de concert. Puis on pousse tous dans le même sens pour vous atteindre votre projet, vous aider à réaliser votre projet. Le notaire aussi s'implique de plus en plus, on le voit, ce qu'on appelle les fameux jeunes pousses, les start-up en anglais, les jeunes entreprises, parce que le caractère entrepreneur chez les jeunes a augmenté. Il mentionne de 2009 à 2017, c'est passé de 11,9 à 40,9 des intentions des jeunes de 18 à 34 ans de démarrer leur propre entreprise. Donc, il y en a que ça va fonctionner, il y en a d'autres que ça ne fonctionnera pas. 18 à 40 Oui. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que fait que... C'est que le fait que les gens veulent aussi être en contrôle des affaires, ils ont l'esprit d'entrepreneur, donc apporter leur image, leur empreinte dans la société aussi. Donc, puis on ne peut pas dénigrer ça. Il nous faut des entrepreneurs. Donc, c'est la richesse d'un pays, d'une province. Donc, 18 à 40 c'est quand même... Oui, d'augmentation de gens qui veulent... Il y en a qui vont le réaliser, il y en a d'autres qui ne le réaliseront pas. Il y en a que ça va fonctionner, il y en a qui vont avoir des échecs avant qu'un autre projet fonctionne. Donc, le notaire est impliqué dans le fameux start-up. Donc, tant que... oui, on entend souvent parler convention d'actionnaire, incorporation et tout ça, mais le choix du nom, tout le cadre légal autour de ça. Tu sais, l'entrepreneur, on veut qu'il soit créatif, qu'il se lance à fond dans son projet. Puis on lui dit, laisse-nous le bout pas le fun que tu veux pas t'occuper, là. On va t'aider à ça. Puis on a bien sûr des arrangements pour faciliter justement leur entrée en entreprise et leur lancement. Puis, tu sais, on a une bonne idée, on est expert dans notre domaine et tout ça. Mais souvent, tu sais, j'en ai une entreprise présentement, juste les demandes de permis, c'est lourd pour eux et tout ça. Je dis, regarde, donnez-moi là, je vais les remplir. C'est compris dans le forfait de départ d'entreprise. Et
concentrer vos énergies à la monter, mettre votre image dessus et tout ça. Puis l'aspect juridique, on vous accompagne là-dedans. Ce que je comprends aujourd'hui, multidisciplinaire, c'est que vous êtes toujours le centre névralgique, mais vous ne pouvez pas tout savoir, tout connaître. Non. Donc, vous vous entourez de spécialistes dans différents domaines pour bien remplir votre mandat. C'est ça que je comprends. Parce que le juridique, il est partout, donc dans toutes les disciplines. Mais oui, je peux connaître certaines règles fiscales au niveau de l'impôt. J'ai à connaître ça, à vous guider. Mais je ne ferai jamais le rapport d'impôt de la succession. Je ne ferai jamais les formulaires fiscaux qu'il faut remplir pour certains choix. Je vais toujours m'annexer un collègue comptable, un collègue fiscaliste que vous aurez choisi pour faire votre dossier et s'assurer qu'ensemble, on vous a tricoté le meilleur parcours possible, la meilleure solution, le meilleur projet. La vie a changé, le rôle du notaire a changé aussi. Oui et non. On a toujours, la base est toujours là, mais c'est certain que... Vous avez beaucoup plus de dossiers, je cherche le bon mot, là, mais vous avez beaucoup plus de mandats, vous avez beaucoup plus de latitude. Plus étalé, c'est que je pense que c'était méconnu. Donc, c'est pas pour rien que je fais les chroniques avec vous, c'est pour faire connaître ce volet-là du notariat. Comme je disais, on va encore voir que c'est un personnage de notaire dans un téléroman ou un film. Il ne sera pas hop la vie, là. Puis c'est plate parce que c'est pas ça notre métier. Nous sommes des entrepreneurs, on est près des gens, on a les confidences des gens, mais dans toutes les sphères de la vie. Je fais pas juste votre testament puis votre contrat de mariage. Le contrat de mariage, on en fait presque plus. Il y en a encore des mariages, mais pas tant que ça. Donc, c'est diversifié, puis on a à faire des solutions gagnantes donnant-donnant. On a une obligation de résultat aussi, donc il faut que ce que l'on produit, ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de problème avec. Mais c'est ça, c'est pas connu beaucoup. Puis les gens hésitent, ont peur ou veulent pas, ou on est un peu gêné d'aller parler de notre projet, que ce soit positif ou négatif. Mais on est là pour ça. Puis je veux faire connaître mon métier le plus possible. Vous avez parlé dans une autre chronique aussi, le secret professionnel. Oui. Vous êtes lié par le secret professionnel. Oui, donc, exactement. Vous prêtez votre oreille, puis ça reste dans le bureau, ça ne va pas plus loin. Ça reste dans le bureau. Le secret professionnel, il est à plusieurs niveaux. Ça va même jusqu'à, je ne peux pas dire qui passe dans mon bureau. Donc, si j'ai rendez-vous avec vous aujourd'hui à mon bureau, oui, mon personnel va le savoir, mais ils ne peuvent pas en parler à leur chum, à leur blonde, à leurs enfants. Ça va jusque-là. Je ne peux pas dire, je vais vous rencontrer à l'aréna. Je vais vous saluer parce que je vous connais, mais jamais je ne vais vous parler de votre dossier ou du fait qu'on s'est vu cette semaine. Je ne sais pas, je vous vois avec votre fils, on parle. Oui, cette semaine, ce qu'on s'est parlé, jamais, jamais, jamais. Il faut que, oui, puis il y a certaines personnes où est-ce que je les vois dans le cadre d'une séparation, le conjoint ne le sait pas encore, ou autre projet, des fois, on est au courant de maladies avant la famille, ou de projets commerciaux super confidentiels. Parfois, je vous saluerai même pas. C'est pas parce que je suis bête, c'est pas parce que je veux pas, mais il y a un aspect confidentiel à certaines situations, certains dossiers. Si vous me saluez, je vais vous saluer, c'est sûr. Puis il y en a d'autres aussi que je salue parce que on se connaît à un moment donné dans d'autres sphères. Mais si jamais vous dites, ben ouais, mon notaire est dans ma bête, ne m'a pas salué, tout ça, mais parfois, il y a un aspect confidentialité qui fait en sorte qu'on va garder une distance pour pas que votre entourage déduise des choses. Mais vous compariez au notaire du passé, vous êtes plus près du monde. Oui, ça, c'est certain. Dans le temps, quand on parlait de monsieur le notaire ou madame le notaire, oui, pour ne pas parler du notaire à la Poudre-Tiro, mais c'est un peu une image qu'on garde d'un ou d'une notaire, alors qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus près des gens. Il faut être plus près des gens. Et puis, la preuve, c'est que vous avez mentionné tous les dossiers que vous pouvez prendre, les gens que vous entourez, mais vous êtes beaucoup plus près du client ou de la cliente. C'est ça. C'est sûr qu'il y a encore des notaires avec, j'allais dire, cette aura-là, ils dégagent ça qui est plus froid et plus... Mais les gens, si on veut que les gens nous consultent, soient à l'aise, nous fassent confiance, il faut être prêt, il faut s'adapter à la personne qu'on a devant nous. Je sers autant des personnes âgées qui sont rendues jusqu'à 95 ans que l'homme d'affaires, c'est comme
dépêche-toi de me l'expliquer, là, que j'ai d'autres choses à faire. Donc, tu sais, il faut s'adapter, puis il faut être en mesure que malgré l'attitude ou le laps de temps ou la façon de faire avec la personne avec qui on est, il y ait le même conseil et qu'on ait rempli notre devoir. Et des fois, ça presse. Oui, c'est normal, je comprends ça. Comme gens d'affaires ou encore, vous vivez une situation à la maison, des fois, c'est urgent, c'est pressant. Et là, il faut... C'est ça. Il faut comprendre aussi quand on va chez le notaire. C'est très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny. 248-7727, un numéro important que vous devez retenir. Si vous avez besoin de conseils, juste conseil. Le mot conseil a tout son sens. Mais avant de prendre une décision, peut-être de consulter des gens compétents qui vont pouvoir nous aider à prendre la bonne décision. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat en fin de vie. J'aimerais ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis tout souvent, c'est vous autres qui le boss. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on ne fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale là, pour que je l'accompagnais, puis il aimait bien ça que je sois avec lui. Et c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248-72-42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout.
Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 9 juin. Bien, vous rappelez que la fonderie Poitras à Lillet est actuellement à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes, étudiants, étudiantes, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production et encore techniciens et techniciennes en comptabilité. Et dès le départ, c'est 17,54 l'heure, donc ça part bien, n'est-ce pas? Alors, ça vous intéresse? C'est une belle entreprise, un beau fleuron de notre région. Alors, si vous êtes intéressé, vous faites parvenir votre curriculum vitae à 168 boulevard Nélus-Leclerc à Lillet ou encore par courriel, donc à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com, donc carrière avec un S, A commercial, fonderiepoitras.com ou encore, pour avoir plus d'informations, vous composez le 247 50 41, 247 50 41, la fonderie Poitras de Lillet, qui est à la recherche de plusieurs corps de métier. Donc, si ça vous intéresse, c'est une belle entreprise et des conditions sont très intéressantes. Vous rappelez également que si vous cherchez un emploi autre que dans le secteur d'activité de Fonderie Poitras, vous allez sur lecar.ca, qui est le site web du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Alors, il y a une multitude d'offres d'emploi. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous communiquez avec le CAR. 4 points de service pour mieux vous servir à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 ou le 1-877-337-9559, les gens de l'extérieur. Si vous êtes à la recherche d'emploi, orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement, le CAR, tout indiqué pour bien vous aider. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi matin. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Ma prochaine invitée, c'est Mme Sandra Ouellette, qui est directrice générale du CPE Le Farfadet à Montmagny. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Bien, merci. On est tellement contents d'entendre parler du Farfadet. Parce que ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on entend parler du Farfadet. Oui, en fait, ça fait 40 ans cette année, en fait, que le CPE fête son ouverture. En fait, au début, c'était une garderie. C'est devenu, tranquillement, pas vite, un CPE. Mais c'est ça, on devait fêter nos 40 ans cette année. On avait des activités, en fait, qui étaient prévues pour le 40e, dont la création d'une œuvre d'art, en fait, qui devait être exposée à l'entrée du CPE, qui était créée avec les enfants, les parents, le personnel du CPE. Donc ça va être reporté lorsqu'il sera possible, peut-être à l'automne. OK, vous allez le faire, mais on va le faire, mais on va reporter. C'est sûr qu'on n'annule rien, mais on va reporter quand ce sera possible. Il y avait ça, il y avait également l'ouverture là, de notre cour officielle, qui est présentement en travaux. Donc, on voulait inaugurer la cour avec parents, famille. Donc, ça va être reporté aussi également. Bon, mais on va revenir sur la cour. Même, il y a eu un petit agrandissement. On va parler de ça. Mais d'abord, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment ça se passe depuis la mi-mars au Farfadet. Parce que beaucoup de monde impliqué. Vous, d'abord, les employés. Après ça, les enfants, les parents. Comment ça se passe? Comment vous avez vécu ça depuis le milieu de mars? Oui, bien, en fait, une pandémie comme partout ailleurs, c'était la première fois qu'on avait à gérer ce type de situation-là. En fait, nous, on a appris la fermeture parce qu'au départ, il devait y avoir une fermeture de 2 semaines. On a appris ça donc autour là, du 13 mars, là, après la relâche, là, où tout était annoncé, les fermetures des écoles, des CPE. Puis ce week-end-là, en fait, on a été sollicité beaucoup là, au niveau du ministère de la Famille à voir qu'est-ce qui allait être mis en place, en fait, pour les travailleurs essentiels. Donc, ce week-end-là, ça a été beaucoup des réflexions, validation avec notre conseil d'administration, pour apprendre le dimanche après-midi à 4 heures, en même temps un peu que tout le monde, que les CPE allaient devoir réouvrir dès le lendemain matin. Pour, en fait, une clientèle, une population qui n'était pas initialement les enfants qu'on accueille habituellement. Donc, on a appris ça un dimanche 4 heures. Donc, ça a été de rappeler tout le monde, d'informer les parents, parce qu'on recevait quand même l'information au compte-gouttes. Donc, de pouvoir rassurer les parents, les informer. Et le lundi matin, 6h30, là, même avant d'entrer au CPE et de vider tous les casiers, de nettoyer, désinfecter, identifier les objets personnels des enfants parce qu'on ne savait pas exactement quand ils allaient revenir. Donc, il y a eu ça, puis il a été de préparer nos salles aussi. Donc, les 8 salles qu'on a, de les préparer, donc de retirer certains jouets qui se désinfectent plus ou moins, les poupées avec les cheveux, les vêtements, la pâte à modeler. Donc, ça a été de tout adapter ça. Là, ce que je comprends, c'est que la clientèle habituelle, il n'était plus là. C'est que là, vous aviez une nouvelle clientèle en fait, pour supporter les parents de la santé. Puis... Oui. Le mandat, on devenait en fait un service de garde d'urgence. Et la clientèle était la clientèle de la population de Montmagny, dont un des 2 parents était un travailleur des services essentiels. Donc, pompiers, policiers, tout ce qui était milieu hospitalier et services santé sociaux. Là. Donc, tout ça. Fait que le lundi matin, quand on a ouvert, en fait, on ne savait pas combien d'enfants on allait accueillir, qui on allait accueillir. Puis vous ne connaissiez pas les enfants. On ne connaissait pas les enfants, mais l'équipe a été merveilleuse. Les parents aussi ont été merveilleux parce qu'en fait, ce qu'on avait demandé, c'est du moins de nous contacter avant, par courriel, par téléphone. Donc, on a créé des liens comme ça, téléphoniques au départ et par courriel. Comme les parents, avant que l'enfant soit accueilli, on leur demandait de nous décrire le plus possible leur enfant parce qu'on n'allait pas pouvoir faire l'accueil habituel à laquelle le CPE Le Farfadet fait, de visiter le CPE, de rencontrer le personnel. Souvent, les nouvelles familles ont une rencontre avec moi, puis on prend le temps de présenter l'enfant. Puis... Donc ça, on balayait ça un peu du revers. Puis, mais les parents ont pu nous décrire les enfants. Donc, chaque enfant, nous, avant son arrivée, on avait un dossier. L'éducateur prenait connaissance par papier de qui allait être l'enfant. Puis, en fait, on a accueilli. Donc, les premières semaines, je vous dirais qu'on avait peut-être un 10 de notre taux. Habituellement, nous, on a une capacité de 68 enfants.
Donc là, on avait le droit jusqu'à 30 donc au début, on avait des enfants de notre clientèle qui sont revenus, dont un des 2 parents était utilisateur, mais on en a accueilli aussi rapidement de d'autres milieux qui avaient fermé. Puis graduellement, en fait, on a eu de plus en plus d'enfants. Il y a eu la pause quand il y a eu les entreprises qui ont principalement fermé là, autour de la fin mars, en tout cas une 3e semaine de mars, où là, on a eu une petite pause puis on a eu un peu moins d'enfants. Mais par la suite, quand tout a réouvert, là, les 3 dernières semaines avant le 11 mai, là, on était à la pleine capacité que le ministère nous autorisait. Donc, nous, il nous autorisait 30 ce qui voulait dire 21 enfants. Donc là, on est arrivé à pleine capacité de ce qu'on pouvait accueillir. C'est sûr qu'on a dû refuser certaines familles là, du fait qu'on était à pleine capacité. Puis, à partir du 11 mai, là, en fait, il y avait réouverture de tous les milieux de garde, en fait, éducatifs. Donc là, il y avait un plan... De façon normale, là. De façon normale. Oui. Donc, il y avait un plan de réouverture où là, on pouvait accueillir 30 mais de notre clientèle. Donc là, les gens sont revenus graduellement. Puis ça aussi, au début, ça a été quand même changement de pratique parce qu'on pouvait accueillir que 30 Il y a des gens, des fois, qui avaient des besoins. Donc, au départ, on pouvait peut-être refuser même de notre clientèle. Puis là, voyez-vous, à partir de la semaine prochaine, on va arriver à 75 de notre clientèle. Donc là, on augmente ainsi jusqu'au 22 juin où là, on réaccueille toute notre clientèle à nous. Là, ce qui reste, en fait, beaucoup, c'est des mesures là, qu'on a établies pendant la pandémie. Là, parce que nous, on reçoit quand même des directives et des recommandations de la CNSST, de l'IPNSQ. Donc, c'est pas des associations, mais en fait, là, c'est des organismes. Des organismes, là, en fait, gouvernementaux qui, nous réglementent sur certaines façons de faire. Comme on enregistre cette entrevue-là, oui. Donc c'est diffusé lundi, le 8 juin. Alors, nous serons à 75 de notre capacité. Et puis 51 enfants. Là, Et quand pensez-vous être à pleine capacité? Le 22 juin, en fait, là, les 68 enfants sont invités à réintégrer. Le ministère a accordé aussi une souplesse, en fait, qu'un parent une famille qui ne se sent pas à l'aise de revenir à compter du 22 juin pourront garder leur contrat ou leur entente de service, et ça jusqu'à la fin août. Là. Ils vont pouvoir le garder à ce moment-là, sans pénalité pour nous au niveau des subventions, mais le parent devra quand même assurer son entente de service là, financièrement. Le ministère, en fait, ne paiera plus les frais de garde parce que pendant toute la pandémie jusqu'au 11 mai, le ministère de la Famille payait les contributions parentales, que l'enfant soit là ou non. Là, c'est 68 enfants, mais vous me disiez en début d'entrevue que c'est 80. Vous avez une possibilité de 80? En fait, comment ça fonctionne exactement? C'est qu'en fait, un CPE peut avoir dans une même installation jusqu'à 80 enfants, mais c'est le ministère qui établit selon notre bâtiment, selon des demandes, en fait, combien d'enfants on a dans nos ratios, notre permis, notre capacité. Et nous, ici, c'est 68. C'est ce qui nous permet, la bâtisse, d'accueillir, 68 enfants. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes à pleine capacité. On est à pleine capacité, oui. Et on a une liste d'attente, effectivement. C'est quelque chose que je peux parler peut-être pour vos auditeurs, parce qu'il y a des familles. En fait, on a une liste d'attente au CPE Le Farfadet. On voudrait bien accueillir, mais on a une capacité. Et en fait, c'est la plateforme 05, qui est une plateforme web où, en fait, le parent peut aller s'inscrire dès qu'il sait, en fait, qu'il attend un enfant. Le parent peut aller s'inscrire parce que c'est cette date-là d'inscription à la plateforme qui fait le rang d'attente, en fait, là, dans les installations. Puis nous, on est très régis, on doit vraiment aller prendre les inscriptions au sein de cette plateforme-là, de la liste qu'on a. Puis c'est ça. Donc, au niveau de... C'est comme ça qu'on forme nos groupes d'année en année, là. OK. Est-ce que vous pourriez devenir à 80? Bien là, on est un petit peu limité côté territoire. Oui, bien, regardez ce qu'on va faire. On va justement en parler après la pause. Okay. On va s'arrêter quelques instants. Puis au retour, on va parler justement, là, moi, j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui, moi. Et j'apprends beaucoup de choses depuis quelque temps à faire des entrevues ou à réaliser des entrevues comme ça. C'est que, bon, vous êtes un peu pris par l'espace. Oui. Mais quand même, vous réussissez quand même très bien à vous organiser. On va en parler après la pause. Bon. Donc, on revient dans quelques instants avec Mme Sandra Ouellette, qui est directrice générale du CPE Le Farfadet à Montmagny.
le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre chronique La Pouponnière de ce mardi 9 juin. On a deux petits poupons à vous présenter aujourd'hui. D'abord, commençons par bébé Benjamin Bernier, né le 6 juin 2020. Les parents Isabelle Bergeron-Labrie et Jean-Philippe Bernier. Ils sont de Montmagny, donc félicitations à vous pour l'arrivée de Benjamin. Alors, les parents Isabelle Bergeron-Labrie et Jean-Philippe Bernier, ils sont de Montmagny. Malheureusement, on n'a pas de photo. Maintenant, on vous présente bébé Ashley Bernier, les parents Angélique Gagnon et Joël Bernier. Ils sont de Tourville, dans la MRC de Lillet. Alors, Ashley est né le 6 juin 2020. Donc, bravo et bienvenue à Ashley Bernier, les parents Angélique Gagnon et Joël Bernier de Tourville. Bébé Ashley qui est arrivé le 6 juin. Et maintenant, vous savez qu'à chaque mardi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les bébés de la semaine précédente. Alors, cette semaine, c'est le bébé Mia Santerre qui mérite le certificat cadeau de 25 $. Les parents Magali Pigeon et Joël Santerre, ils sont de Montmagny. Mia qui est née le 1er juin 2020. Alors, ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny, que l'on remercie d'ailleurs pour sa précieuse collaboration. Et aussi, on remercie toujours les employés, tout le personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour également leur précieuse collaboration qui nous permettent de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Je vous rappelle que notre invitée, c'est Mme Sandra Ouellette, qui est directrice générale du CPE Le Farfadet à Montmagny. Et moi, j'ai tellement de questions à vous poser. On pourrait faire, je pense, une demi-heure, puis on n'aurait pas de problème. Sandra, vous avez procédé, depuis quelques années, on avait procédé à quelques agrandissements. Oui. Parce qu'il s'est transformé beaucoup, le Farfadet. Oui, oui. Parce que moi, mon garçon, mon aîné est venu ici. Mais vous avez procédé récemment à un agrandissement. Oui. C'était pourquoi? En fait, l'agrandissement qu'on a eu, c'était pas pour une augmentation de place à notre permis. C'était vraiment pour améliorer certains locaux. Puis il y avait également l'implantation d'un ascenseur, en fait, là, qu'on a fait. Là, on la voit pas beaucoup, on voit juste une des pointes, là, mais c'est vraiment deux locaux qu'on a agrandis. Sur l'étage où on a amélioré la circulation, puis c'est ça, l'implantation d'un ascenseur, qui est en fait beaucoup pour améliorer le travail de notre cuisinière, parce qu'elle avait à monter des cabarets sur 2 étages là, au niveau des dîners plusieurs fois par jour. Puis aussi pour pouvoir permettre l'accueil d'un enfant là, qui aurait une mobilité réduite à ce moment-là, mais là, on pourrait accueillir. Donc, ouais, c'était pour ça l'agrandissement principalement. OK. Et vous avez un autre projet à l'arrière avec la cour. Qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, la cour, c'est qu'en 2018, il y a eu un lancement d'appel d'offres du ministère de la Famille pour revitaliser les cours de CPE. La nôtre, en fait, elle était désuète. Là, elle était plus vraiment au goût du jour. On avait des revêtements là, qui étaient plus au goût du jour puis qui étaient dus pour un bon changement. Donc, on avait déposé un projet au ministère de la Famille qui a été accepté. Donc, on reçoit 50 000 $ du ministère de la Famille parce que c'est un projet de plus de 100 000 $ là, parce qu'on refait complètement la cour. Donc, en fait, là, présentement, les travaux ont commencé hier, lundi. Puis, notre cours, c'est principalement
un terrain multisport en gazon synthétique qui est aménagé avec une meilleure division au niveau de la petite cour des poupons de 18 mois et moins, puis de nos autres enfants. Et on a en fait une piste cyclable là, qui va être intégrée là, dans la cour, mais c'est un projet qui se veut très naturel. On a travaillé beaucoup en collaboration avec Jean Bette parce que ça devait avoir lieu l'année passée, mais pour certains problèmes de logistique, ça a dû être reporté. Puis, il y a eu un automne très actif, donc ça a été reporté. Puis là, on a eu la pandémie. Donc là, on est très content que ça commence parce que ça fait 1 an et demi qu'on est dans une cour en chantier. Il y a toutes sortes d'obstacles. Oui, puis on remercie beaucoup les parents de leur compréhension parce qu'on a eu une cour en terre, en 0,3 ce qui faisait en sorte que les tout-petits étaient... ça paraissait qu'ils avaient joué dehors dans la journée. Donc là, on est vraiment là sur... il nous reste 3 semaines de travaux, puis on va retrouver cette cour-là qui va être vraiment à caractère naturel, qui va combiner, c'est ça, là, une piste cyclable, un terrain multisport, une maisonnette en bois, gazebo en bois, donc ça va être un bel environnement. Vous parliez vous parlez de projets, puis là, vous dites 100 000, le ministère paie 50 000... C'est le CPE, comment ça va, en fait. Financièrement, comment ça va, le CPE? CPE, on est dans une bonne position financière. En fait, il y avait toujours eu une très bonne gestion par la directrice qui était là précédemment. Il y a toute une belle gestion des sous publics, en fait, qui ont été utilisés. C'est sûr qu'on est toujours tributaire, en fait, de ce que le ministère de la Famille octroie comme subvention, hein, parce que principalement, nos revenus, c'est subventionné. Ça représente quel pourcentage? En fait, je vous dirais, là, vite comme ça, vous me prenez vite, là, mais c'est une très forte partie, en fait, parce que le parent va payer son 8,35 quotidien par jour, puis c'est un budget de plus de 1 million, donc c'est une très bonne, c'est la majeure partie, en fait. Okay. C'est de nos subventions. La pandémie peut avoir joué un peu, même si nos subventions ont été maintenues à pleine, ce qu'on recevait avant la pandémie. Ce qui fait qu'on peut maintenir, en fait, notre personnel parce qu'on accueille des enfants avec des besoins particuliers, donc ils ont besoin d'une éducatrice spécialisée. Donc, ça, on est capable de tout le maintenir. C'est sûr que là, on est en attente un peu des nouvelles du ministère, à savoir, bien, est-ce que ça va continuer comme ça ou on va vivre des coupures suite à, en fait, à toute la pandémie puis le besoin financier que le Québec a eu. Mais ultimement, pour nous, ça va bien, puis on espère que les subventions vont être maintenues, qu'il n'y aura pas de coupure à l'avenir. Parce que là, pour le moment, ça représente quand même des frais supplémentaires parce qu'on a un poste d'accueil, les parents, là, pour limiter la probation. Des consignes? C'est ça, il y a des consignes, en fait. Donc, on a du personnel de plus pour arriver à faire un milieu sécuritaire pour tout le monde. Plus de désinfection, de l'accueil, des ratios plus petits. Donc, ça, c'est sûr qu'à long terme, sur plusieurs mois, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Tu es combien d'employés? C'est entre 18 et 20, là, parce qu'on a une cuisinière, en fait, éducatrice spécialisée, on a du personnel éducatif, secrétaire comptable, donc c'est ça. Ça tourne selon les semaines, entre 16 et 20 personnes. Là, et comme autres endroits, à cause des consignes, est-ce que ça vous oblige à avoir du monde supplémentaire ou avec votre équipe, vous réussissez à bien vous organiser quand même? Avec notre équipe et notre personnel qui sont là, dans les pointes de vacances, comme là, les pointes de vacances s'en viennent. Donc, nous, c'est sûr que c'est important que le personnel puisse avoir droit à ses vacances cet été parce qu'ils n'ont pas arrêté du tout. Là, ça a été un feu roulant depuis le 16 mars. Je veux dire un feu roulant, oui. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, notre équipe de... Mettons qu'on utilise tous les gens qu'on avait comme ressources présentement. Est-ce que vous avez des projets? Parce que là, le 40e, bien sûr. Oui, celui-là. J'espère qu'on va en reparler à CMA-TV. Mais moi, vous me mentionniez que là, le terrain que vous avez, ce qu'on voit les voitures et qu'on voit l'unité de CMA-TV, c'est votre terrain. Alors, de chaque côté, c'est la ville. Pour le moment, on n'a pas, nous, d'intention d'agrandir parce qu'on a quand même un autre CPE à Montmagny qui est Enfants Bonheur, qui, eux, sont dans les projets de construction et eux augmentent leur capacité d'accueil. Bon, mais je vais vous poser la question. Êtes-vous en compétition tous les deux? Non, c'est vraiment pas une compétition parce que sur le territoire de Montmagny, en fait, il y a une bonne demande de places de services éducatifs. Donc, non, c'est très vivable, en fait, pour les deux. Mais ce serait
pour le moment, pas adéquat de demander, nous, plus de place non plus parce qu'en fait, on veut que les deux installations puissent vivre, puis après ça, ça sera de réévaluer par la suite. Si là, une fois les agrandissements faits, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres places, ça sera à réévaluer, mais là, pour le moment... OK, c'est pas dans vos projets de monter à 80? C'est pas dans nos prêts pour le moment, non. Mais est-ce qu'au lieu de monter à 80, vous pourriez monter à 75 ou vous devez, c'est 68, 80? Non, ça peut être, on peut demander un nombre de places, mais je vous dirais que c'est quand même, c'est pas quelque chose, on envoie une lettre au ministère, puis ça se passe pas on n'a pas une réponse. Non, non, OK. C'est vraiment, il faut que ça soit documenté, il y a des études de marché qui doivent être faites. C'est toute une démarche très rigoureuse. Donc, c'est sûr que nous, avec les dernières années qu'on a eues, puis l'expansion de notre CPE, c'est sûr que c'est pas dans nos objectifs pour les prochaines années. Sandra Mireille-Mercier était là pendant 38 ans. Oui. Vous êtes là pendant... On espère pendant 2 ans. encore Je ne sais pas si Mireille années. était là pendant 38 ans. Je pense qu'elle était là au pas début, mal. il y avait une dame Le Saffre, en fait, Bon, qui était mais là au départ. la majorité mais... du temps, ça a été Mireille. Oui, oui, oui. Comment vous trouvez vos 2 dernières années? Bien, ça a été des années mouvementées. Je suis arrivée avec les travaux d'agrandissement, là, la pandémie. Donc, c'est sûr que, comme on se dit, sont les prochaines années, en fait, de vivre, parce que notre vocation première, nous, c'est vraiment l'accueil, le développement, l'accompagnement d'enfants dans leur développement. Donc, on espère que les prochaines années, c'est ce qu'on va pouvoir vivre pleinement. Malgré que pendant la pandémie, ça nous a permis encore là de voir les enfants sur d'autres facettes. C'est ça. Donc là, c'est ça. C'est comme une belle expérience que Comme vous avez vécue malgré tout. Après plusieurs années, nous pourrons dire qu'effectivement, mais on peut déjà faire quelques constats là, sur le développement des enfants. Oui. Sandra, félicitations à vous et Merci. votre équipe Merci. pour ce que vous faites, parce que le Farfadet fait partie des meubles de Montmagny. Oui. J'enlève rien à Enfant Bonheur, mais on voit cet édifice-là depuis des années. Oui. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue-là. On va vous souhaiter un bon 40e. Oui, merci. Et on souhaite pouvoir justement raconter l'histoire Oui. du Farfadet. Ce serait agréable parce que probablement que ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens, dont nous, les parents d'un garçon qui est venu au Farfadet pendant ses 40 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci. Madame Sandra Ouellette, directrice générale du CPE Le Farfadet. Et c'est la semaine, c'est pas la semaine... C'était la semaine dernière, la semaine des services éducatifs. Dernière semaine de mai, c'est ça? Parce qu'on est le 8 juin. C'est ça, c'est la semaine dernière. Ça a été plus tranquille cette année par la force des choses. Mais c'est ça, on va se reprendre. Merci beaucoup. Bienvenue. Voilà, ça complète. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les grands titres de l'actualité de ce mardi, ou on pourrait dire même de ce lundi, le 8 juin. Oui. José, hier, tu as couvert un accident, un paramoteur, là, une tragédie là, qui s'est passée à Montmagny. Un paramoteur qui s'est écrasé. Oui, je te dirais, Michel, qu'aux premières nouvelles qu'on avait eues hier, on parlait d'un avion parce qu'on recevait l'information au compte-gouttes. Donc, je l'ai partagé sur notre page Facebook qu'il y aurait un avion qui se serait écrasé. Là, je l'ai mis au conditionnel. Et finalement, c'était pas un avion, c'était un paramoteur. Selon la Sûreté du Québec, c'est arrivé vers 19h15. La personne, un homme de 58 ans qui s'est écrasé suite au décollage. Il y a eu un problème mécanique. Puis finalement, lorsqu'il s'est écrasé, l'engin a pris feu. De sorte que l'homme n'a pas eu de chance et on a constaté son décès sur les lieux. Il s'agit de Alain Godreau, 58 ans, de Montmagny.
J'ai eu quelques témoignages concernant l'homme qui est décédé, puis semblerait-il que c'était vraiment un chic type, donc toutes nos sympathies à la famille et aux amis, parce qu'il n'y a personne qui a vu ça venir, bien entendu, avec tout ce qu'on vit, notamment relié à la COVID. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça, mais en même temps, on n'y peut malheureusement rien, mais encore là, toutes nos sympathies à la famille et aux amis de M. Godreau, 58 ans, de Montmagny. Effectivement, toutes nos condoléances à la famille en deuil. Maintenant, un taux de guérison de la COVID-19 de 93 % en Chaudière-Appalaches. Oui, on ne cesse d'augmenter le pourcentage. Ça augmente tranquillement, mais sûrement. Sur 58 cas, on est rendu, je pense, à 476 cas de personnes guéries de la COVID-19, de sorte que le pourcentage a augmenté. On s'en va pratiquement vers le 100 %. Toujours que dans la MRC de Montmagny de Lillet, on n'a plus de cas. Il y a encore un cas actif dans la MRC des Aides-Chemin. Donc, c'est les nouvelles qu'on a ce matin concernant la COVID-19. Et Michel, j'ai mis la main sur les chiffres de Statistique Québec concernant les morts des années précédentes par mois versus cette année. Et on va juste reculer d'une année parce qu'on voit le graphique à la télévision, à l'écran, justement. Et en janvier 2019, on a eu 6 450 morts au Québec versus 6 550 en 2020. Au mois de février, 6 200 morts. 5 550 morts, désolé. Et cette année, 5 100 morts, m'excuserez parce que c'est écrit petit. Et au mois de mars, alors que la crise, la pandémie de la COVID... Tu as mes lunettes? Quasiment, je suis rendu là. Au plus fort de la pandémie de la COVID au Québec, en 2019, on a eu 6 050 morts et cette année, 6 150 morts. Donc, c'est 100 morts de plus. C'est 100 décès de plus. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'on a arrêté complètement l'économie. Parce que je comprends, c'est comparable. Là, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse la lumière là-dessus parce que ça ne tient plus ou moins la route et on sait que 90 % des décès viennent, je te dirais, essentiellement des CHSLD, des personnes qui ont 80-85 ans et plus. Et ça sont plus vulnérables. Ils sont plus vulnérables, mais en même temps, lorsqu'on sortait les gens des CHSLD, c'est-à-dire les employés, parce qu'il y avait la COVID ou ils étaient atteints de la COVID, on manquait déjà de personnel après ma barre, de sorte qu'ensuite, les gens sont décédés souvent dans des conditions inhumaines, on va le dire. Là. Je veux dire, le ventre vide et des couches souillées, je pense que c'est vraiment une faillite de notre système. Et tu sais que d'ailleurs... Est-ce qu'il faut faire un lien avec ta prochaine nouvelle? Des conférences de presse qui a été donnée oui, hier. Absolument, on peut faire un lien, là, tout à fait, parce que selon la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, le gouvernement Legault devra rendre compte de sa gestion de la pandémie devant les tribunaux. Je pense que ça fait quand même un certain temps que j'en parle, qu'il faudrait une commission d'enquête pour essayer de démêler tout ça, parce que là, on dit une chose et son contraire. Là, je pense que tout le monde est perdu là-dedans. Même nos éditorialistes des médias nationaux ne savent plus sur quel pied danser. Ensuite, le confinement, c'était bon. Le confinement, c'est pas bon. Le confinement, c'est bon. Le confinement, c'est pas bon. La chloroquine, c'est bon. C'est pas bon. C'est bon. C'est pas bon. Je pense qu'à un moment donné, à la lumière des chiffres qu'on a sortis ce matin, il faudrait vraiment qu'on comprenne ce qui s'est passé, parce que les dommages collatéraux reliés à la COVID-19, selon moi, vont excéder les morts qu'on a eues en raison de la COVID-19. Et d'ailleurs, de la manière qu'on a calculé certains décès, on l'a vu, je pense, la semaine passée, on a ajouté, je sais pas, une centaine de morts de plus parce qu'on n'avait pas eu les résultats par fax. On est en 2020 ici. Moi, je pense que des fax à CMA-TV, on reçoit 2-3 par année. Là. José, en quelques secondes, oui. Là, il reste 20 secondes, est-ce que vraiment ça peut avoir une incidence? Est-ce que ça peut aller plus loin, ça, on veut amener le gouvernement devant les tribunaux? Je peux pas te dire une chose est certaine, c'est l'avocat célèbre Guy Bertrand dans le dossier, puis je pense que... Histoire à suivre. Histoire à suivre, tout à fait, Michel. Merci, José Soucy. Ça complète demain. On reçoit Bernard Généreux. Bonne journée. À demain. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Au service de la communauté, 88 248 55 95.